Donc Christophe Blaise, donc, comme ça va me permettre de me présenter. Donc de l'INRS, donc Institut National de Recherche et de Sécurité. Le nom complet, c'est même pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Voilà. Donc, alors, j'espère que tout le monde connaît l'INRS et que les étudiants connaissent l'INRS. C'est pas forcément toujours le cas. Donc rapidement, sécurité sociale, je pense que ça parle à tout le monde. Il y a une branche qui s'appelle accident du travail, maladie professionnelle, et donc l'INRS est l'institut, on va dire, en charge des aspects recherche et faire avancer la prévention dans ces domaines, accident du travail, maladie professionnelle. Donc on est bien dans le milieu professionnel. Et donc moi, je suis responsable d'un laboratoire qui s'occupe de sécurité, bien sûr, de tout ce qui est lié aux équipements de travail, aux machines, plus particulièrement, et à leurs automatismes, donc plus particulièrement la sécurité, on va dire, l'aspect fiabilité, sécurité des systèmes de commande. Et dans ce cadre-là, on s'est aussi intéressé aux activités de maintenance et aux aspects consignation. On va les aborder rapidement. Et puis c'est vrai que maintenant avec la FIM, on a en partenariat entre guillemets. En tout cas, on se côtoie, on échange fréquemment. Et c'est vrai qu'il y a eu la démarche Sécurafim qu'on a mené, qu'on a mis au point un peu ensemble et où la PAV aussi nous avait rejoint sur ces aspects-là. Bah écoute, Jean-Pierre se présentera quand il arrivera, du coup, Karim. C'est un coup à ce que je fasse tout le diaporama, ça. Hein. Oui, je Donc, crois. donc, je vais vous parler effectivement, alors, sécurité très rapidement. Sécurité, donc, bien sûr, dans les activités de maintenance. On viendra un peu après, donc, on est bien dans une conférence Innova, donc, sur les aspects, industrie 4.0, voilà, industrie du futur. Avant l'industrie du futur, il y a toujours l'industrie du présent, quand même. Des fois, l'industrie du passé, quand même un petit peu, en fonction des sociétés quand même dans lesquelles les gens de maintenance pourraient intervenir. Donc finalement, le début de la présentation est valable quel que soit le point zéro. Euh, voilà, donc l'industrie donc inférieure, c'est ce qui est écrit au 4.0, mais on verra. Et alors, j'espère que ça restera pas vrai, mais malheureusement, il y a malheureusement de grandes chances que ça reste vrai. Que les acteurs de la maintenance sont surexposés. Alors surexposés en termes, bien sûr, hein, accident du travail, maladie professionnelle. Pourquoi surexposés aux accidents? Bah parce que surexposés aux risques et aux expositions à ces risques. Alors voilà, plutôt des chiffres effectivement de la FIM qui montrent que les accidents graves ont une occurrence supérieure à la moyenne nationale. Alors accidents du travail bien sûr et maladies professionnelles aussi, on y reviendra, on a tendance un petit peu à les oublier, mais ça fait aussi partie des problématiques santé-sécurité au travail. Et puis on voit aussi une occurrence finalement de létalité, de mortalité qui est aussi supérieure puisque souvent, effectivement, l'exposition est encore plus forte. La maintenance, bien, elle est au cœur des systèmes, parce qu'elle est là pour maintenir ces systèmes, donc elle est au cœur de ces systèmes. Et ben, malheureusement, quand on est au cœur, eh bien, on est au plus près et ça donne des occurrences plus fortes. Alors, tout ça, c'est pas pour vous effrayer. C'est pas grave, hein, t'as changé, il y a aucun souci. Tu peux laisser celle-là, c'est bon. On était sur l'aspect fatalité. Hein, je crois que c'est quand même un point qui est important. Un accident du travail, une maladie professionnelle, ce n'est pas une fatalité. Hein. Bon, je pense que tout le monde en est conscient. On peut prendre les exemples d'accidents de la route. On croit toujours que c'est des fatalités, mais non, c'est pas des fatalités. Il y a tout un ensemble, une situation qui explique, qui permet d'expliquer qu'il y a tout un ensemble de faits qui ont conduit malheureusement à une situation dangereuse et qui a été jusqu'à l'accident. Et ces facteurs-là, eh ben, ils sont bien sûr d'origine technique. Là, on va parler un peu d'énergie, mais pas que. Il faut toujours qu'il y ait une conjonction de problèmes techniques, de problèmes organisationnels et également de facteurs humains, l'homme ayant une capacité aussi, bien sûr, à réagir dans le bon sens, mais peut-être des fois à réagir dans un mauvais sens. Donc il y a toujours une conjonction quand même de ces trois facteurs. Là, on va faire un focus en essayant
de parler plutôt alors de la démarche Securafim, des problématiques liées aux énergies. Énergie au sens large, hein, énergie et fluides qui peuvent être, qui sont bien sûr dangereux parce que finalement, qu'est-ce qui malheureusement tue ou provoque des maladies? Ce sont plutôt des énergies, plutôt des produits chimiques, des gaz au sens large. Donc la démarche Secure AFIM qui avait été proposée, donc AFIM, INRS et APAV maintenant, était de dire voilà, il est très important de lister les énergies en présence euh, lors d'une activité, lors de toute activité de maintenance, hein, quelle qu'elle soit. Alors bien sûr sur les machines, bien sûr sur les installations. Il y a une énergie à laquelle personne n'échappe, c'est la gravité. Celle-là, hein, comme on dit toujours, la loi de la gravité, c'est la loi, et voilà, celle-là on peut pas faire autrement, et elle existe. Donc il faut penser aux énergies, bien sûr, qui sont fournies à un équipement, qui sont fournies à une machine. Donc on pense toujours à l'électricité. Alors là, on a vu tout à l'heure, l'électricité maintenant, elle est de plus en plus sous forme de batterie, mais ça reste bien sûr, ça reste bien sûr de l'électricité. Ça, ce sont les énergies qui sont fournies. Il faut penser aux énergies résiduelles dans une installation, dans une machine, parce que quand on fournit des énergies à une machine, elle va transformer, elle va faire ce qu'elle a à faire, et il y a quand même des énergies résiduelles qui subsistent au sein même de la machine. Si je reste sur l'électricité, on va penser par exemple au condensateur, mais en pneumatique, en hydraulique, on va avoir effectivement dans les distributeurs des pressions qui vont subsister. Alors, ça, c'est un premier aspect. Faire le point des énergies fournies, le point des énergies résiduelles à l'intérieur d'une machine. Et puis, on a tendance à oublier aussi l'énergie dans l'environnement de travail. Quand on se focalise sur son activité, on a tendance à oublier tout ce qui se passe autour. Et il faut aussi, bien sûr, identifier et lister les énergies dans l'environnement de sa situation de travail. Donc, j'ai dit, on pensait électricité, effectivement, c'est la première énergie à laquelle on pense, mais malheureusement, on en oublie plein d'autres. Donc, il faut essayer d'être, c'est relativement facile, entre guillemets, d'être exhaustif et de bien regarder, de bien lister que chacune de ces énergies est présente, est fournie, pas fournie. Celles-là, elles sont plus ou moins faciles à identifier. Les résiduels ne sont pas simples. Je reviens à ma mécanique, à ma gravité, hein. L'énergie résiduelle, l'énergie potentielle résiduelle, elle est malheureusement très accidentogène dans les machines. Voilà, tu peux passer sur le slide là si tu veux, Karine. Merci bien. Alors voilà, maintenant allez, alors Industrie 4.0, comme on est dans la même région du Grand Est, effectivement, on est proche de l'Allemagne, hein. L'Industrie 4.0, c'est un peu la dénomination allemande. On a plutôt tendance à parler d'industrie du futur au niveau français. 4.0, ça permet de dire, alors c'était pas le score du match d'hier soir, mais ça c'est autre chose. Ça permet de dire effectivement qu'il y a eu quatre révolutions, quatre révolutions. J'ai parlé d'énergie juste avant. Je crois que les 1.0, 2.0, 3.0, on était bien sur des nouvelles énergies, sur de la mécanisation, sur de l'automatisation. Et là, on était vraiment dans la création de nouvelles énergies et vraiment là de choses très dangereuses, hein. Ça, c'est là pour le coup, on a vu arriver de nouveaux risques, de nouvelles énergies, de nouveaux risques dans les activités en général et dans les activités de maintenance en particulier. Alors le 4.0, l'industrie du futur, on entend plusieurs types de définitions. Finalement, c'est quoi? C'est, bah oui, surtout la digitalisation, je crois quand même. Alors, j'ai entendu le président tout à l'heure qui parlait effectivement d'intelligence artificielle également. Tout ça y contribue. On voit plutôt émerger quoi? Émerger ce qu'on appelle la cobotique. Donc, ce sont des robots un peu plus collaboratifs que nos anciens robots, mais pour qu'ils soient plus collaboratifs, eh ben, ils doivent mettre en jeu des énergies beaucoup moins fortes que les robots traditionnels de l'industrie. Donc là, on renvoie vers un guide INRS et il y a d'autres guides, hein, et d'autres informations à l'INRS sur ces aspects robotique collaborative et Cobo. On voit apparaître, alors
Machine autonome. On pourrait passer une demi-heure à définir qu'est-ce qu'une machine autonome d'ailleurs, hein. Plutôt sur les déplacements autonomes, effectivement, on voit arriver de plus en plus des machines qu'on va dire qui bougent un peu toutes seules et qui potentiellement commencent à prendre des décisions. je, alors, je sais pas s'il y a besoin, mais on peut ramener quand même tout le monde un petit peu à la réalité, hein. On n'est pas non plus dans la science-fiction, hein. Alors, je sais plus quelles sont les références actuelles, mais nous, de notre temps, c'était Robocop, c'en était d'autres. Voilà, on n'est pas, les machines n'ont pas pris le pouvoir. La décision de machine, comme ça a été dit par le président, elle reste quelque part, elle a été définie aussi par l'humain et heureusement. C'est vrai que dans le cadre de l'intelligence artificielle, on a quand même, et alors Jean-Pierre, si nous rejoint, l'abordera tout à l'heure, un peu cet effet boîte noire de qu'est-ce que décident les machines et en tout cas comment elles les décident. Et normalement, qu'est-ce qu'elles décident, ça, c'est bien le concepteur qui est censé l'avoir défini. Alors, cette émergence cobotique, hein, voilà, autonomie, qu'est-ce qu'on a? On a quand même plutôt, si tu veux, je préfère que tu reviennes à celui d'avant si tu veux bien, Karim. Merci beaucoup. Voilà beaucoup plus d'interaction quand même, hein, entre l'humain et la machine. L'industrie 4.0, c'est un peu ça. Alors, on parle d'opérateurs augmentés aussi, voilà. La digitalisation, on va connecter un peu tout ce monde-là. On va remettre l'homme au milieu des machines qui seraient censées être plus sûres. Alors ça, c'est toute la question. Faut bien garantir cette sécurité dans tous les cas, garantir l'interaction et les interactions, hein. Qui dit sécurité, qui dit risque, dit exposition d'un humain à un système technique. Alors, pour les phases d'exploitation, de conduite, d'installation, voilà, c'est des choses qui sont en pleine discussion, en pleine réflexion. Dans l'industrie du présent, j'ai plutôt tendance à dire, voire du passé, on savait que les phases d'exploitation étaient de mieux en mieux prises en compte et que les phases de maintenance étaient un peu délaissées. Là, je sais même pas si on s'intéresse un tout petit peu aux phases de maintenance parce que la grosse problématique, c'est comment j'intègre ces nouvelles technologies et puis voilà, maintenant ça on verra ça plus tard, quoi, hein. Déjà on va quand même se focaliser à comment j'intègre cette nouvelle technologie. Bah non, bah non, faut penser à tout ça dès le départ. Et puis, si ce sont systèmes techniques un peu plus simples, un peu plus complexes, ça dépend. Eh ben, il faut bien y penser dès la conception. Et une machine, elle est pas là, elle est bien sûr faite pour produire, et heureusement, mais il y aura toujours des essais, il y aura toujours des réglages à faire. Malheureusement, certainement toujours un peu de dépannage, de la maintenance corrective quand c'est le cas. Pour faire plaisir à Karim, mais on est les deux derniers, de la maintenance préventive et prévisionnelle, que tout le monde appelle prédictif, et je crois qu'il faudra qu'on mette un mouchoir sur cette affaire. Merci beaucoup. Alors, là, je vais être un peu plus embêté à parler sur ce slide-là, parce que ça, c'est vraiment le slide de mon ami Jean-Pierre. De mon ami Jean-Pierre qui travaille, alors, plutôt, effectivement, avec la FIM, hein, au niveau de la normalisation. Alors, à l'INRS, on travaille beaucoup sur les aspects normalisation. Attendez-moi, il faut que je reconnecte mon VPN. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, mais je veux pas vous perdre. Je veux pas vous perdre en milieu. Euh, Jean-Pierre Lafime travaille au niveau de la normalisation au niveau maintenance. Et visiblement, il y a une nouvelle norme qui va arriver et qui essaye de travailler un peu sur cette frontière effectivement très poreuse entre la maintenance et l'exploitation. Quand est-ce qu'on est dans de la maintenance? Quand est-ce qu'on est dans de l'exploitation? Qui fait quoi? Ça, c'est toujours des vrais problèmes. Euh, En termes d'activité, ben, il faut savoir le définir. Ensuite, en termes de quel personnel fait quoi, ça, c'est encore un autre problème parce que tout le monde n'est pas organisé de la même façon.
Il y a effectivement tous des processus qui sont et tous des process qui sont déclarés d'un côté, les processus de maintenance qui sont plus ou moins bien formalisés, certes, les processus opérationnels et de production qui eux le sont souvent un peu mieux. Et puis il y a des tâches qui sont un peu entre les deux. Nos collègues québécois parlent de bah ça y est, j'ai oublié le terme, mais c'est un nouveau terme. C'est un peu la continuité, voilà. Et il y a une continuité de production. Là maintenant, c'est là pour essayer de faire de la continuité de production, et c'est bien le cas, hein. Donc sur certaines activités, et là vous pourrez aller sur le site de l'INRS, bien sûr. Là, j'ai pas refait de la pub pour nos différentes brochures, mais on a une brochure aussi qui a essayé d'identifier toutes les activités de maintenance, et elles sont très nombreuses, elles sont très diverses. Et malheureusement, à chaque activité, il y a des particularités et il y a des mises en sécurité qui doivent être différentes. Voilà. Alors, si Jean-Pierre trouve le chemin du réseau, il a peut-être été victime d'une cyberattaque, on ne sait pas, hein. S'il retrouve le chemin, ma foi, il reviendra certainement sur cet aspect-là. Parce que la normalisation, alors on en reparlera un petit peu. Oui, je crois qu'on en reparle. Bah, on en parle là d'ailleurs aussi, effectivement, et on en reparlera à la fin. Alors, là, effectivement, on est dans le thème Industrie 4.0 et Industrie du futur, où il y a quelques interrogations, effectivement, et j'y viendrai juste après. Dans tous les cas, cette dichotomie entre guillemets conception-utilisation, elle existe dans les textes de loi, dans les directives européennes, puisque ça a été fait comme ça. Il y a des textes à destination des concepteurs et des textes à destination des utilisateurs. Donc il y a toutes des démarches, il y a bien sûr des normes, mais il y a des démarches spécifiques, bien sûr, quand on conçoit, quand on construit, quand on fabrique. Ça restant un peu le même vocabulaire. Alors, on va focaliser bien sûr sur les aspects sûreté de fonctionnement, on va dire au sens large, hein, et là, c'est pas que l'INRS qui parle, bien sûr, hein. Donc, fiabilité, bien sûr, et maintenabilité, et je vous rappelle que c'est dedans. Disponibilité, c'est quand même important. Et puis sécurité, alors là, c'est bien sûr le credo de l'INRS, mais faire de la sécurité qui fait perdre de la dispo, c'est pas terrible. Donc, faut que tout ça soit bien cohérent et soit bien pris en compte. Donc, pour faire de l'analyse de risque, c'est pas simple de faire une analyse de risque, on est bien d'accord. Mais ce qui peut nous manquer, c'est des données d'entrée, c'est une compréhension de ce qui se passe, et puis la complexité par rapport au système technique potentiellement. On voit effectivement de plus en plus, alors il reste quelques mots anglais dans tout ça, c'est pas grave, hein, mais de plus en plus de logiciels apparaître, hein, l'industrie du futur, digitalisation, donc forcément de plus en plus de soft, de plus en plus de soft. Comment tout ça, ça s'imbrique, comment on arrive à faire une bonne analyse de risque et à intégrer tout ça à la conception, c'est une vraie problématique. Nous, on le voit à travers les assistances qu'on peut avoir avec des concepteurs de machines, hein, qui veulent faire des choses de plus en plus sophistiquées. Oui, d'accord, mais comment vous prenez tout ça en compte et comment vous intégrez tout ça dès la conception en prenant en compte les aspects sécurité? C'est important. Alors, conformité machine. Non, t'es repassé en arrière, je crois qu'il me reste sur celui-là. Il y a pas mal de choses à dire sur ce slide-là, sur celui d'avant, si tu veux bien, Karim. Euh, voilà, sur la conformité machine, hein, ça c'est ça, là, c'est la réglementation. Il y a ce qu'on appelle une directive machine, donc là je parle de machine au sens législatif, hein, donc c'est très large. Il y a une obligation, bien sûr, de faire un marquage CE, de déclarer conforme sa machine. C'est vrai que ces aspects législatifs, directifs, sont très centrés sur l'exploitation et très peu sur la maintenance, c'est vrai. Ça, c'est un biais. Le problème des constructeurs de machines, c'est qu'il faut qu'ils prennent en compte à la conception les différentes utilisations, les différentes situations de travail qui surviendront sur leur machine, et c'est pas facile d'être exhaustif.
Malheureusement, certains constructeurs, certains concepteurs ont tendance à dire, mais non, moi, j'aurai pas de souci, elle tombera pas en panne, il y aura rien à faire, et ils en oublient des simples gammes de maintenance. Ça, c'est un peu gênant. Et au niveau de la réglementation, il y a un biais, effectivement, qu'on appelle, alors c'est pas exactement le terme, mais c'est pas grave, mais qu'on appelle l'autocertification. C'est que seules quelques machines sont certifiées par ce qu'on appelle des organismes tierce partie. C'est-à-dire que le concepteur s'auto-certifie, auto-certifie qu'il a bien suivi la réglementation. Alors ça peut effectivement être une problématique et nous on dit malheureusement attention. Alors c'est vrai en maintenance, hein, tous les utilisateurs, attention. Vous achetez une machine qui est bien écrite CE et il n'y a pas que les machines hein, qui sont CE, c'est CE par rapport à une directive. Donc vous achetez bien une machine qui est CE, mais c'est pas pour ça qu'on est à 100% sûr qu'elle est conforme d'une part et qu'elle est sûre d'autre part. Parce que de la conformité c'est un peu ce qui est prescrit et la sécurité, ben, c'est un peu la réalité. Donc vous voyez bien que de temps en temps, il y a une frontière qui peut être très large. Et puis voilà arriver donc dans notre industrie du futur de nouvelles machines. On l'a abordé tout à l'heure, hein, de la cobotique au sens large, des machines autonomes, peut-être des machines intelligentes. Alors, est-ce qu'il faut utiliser ce terme-là pour une machine? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, si on parle d'intelligence artificielle, il faudra parler de bêtises naturelles, et ça, c'est possible aussi. Ça, on en connaît aussi malheureusement. Donc tout ça, faut le prendre en compte. On va être à la frontière maintenant de nouveaux systèmes techniques aussi, qui sont pas vraiment des machines, qui devront être intégrés. Tout ça devra se mettre ensemble pour à la fin former ce qu'on appelle une machine au sens réglementaire. Donc ça, on est maintenant assez loin de la machine catalogue. Bah là, je reviens un peu du coup. Mais on a vu la présentation d'avant, hein, les fabricants, alors là plutôt d'outillage, mais tout ça c'est vrai, hein, ça marche aussi hein, pour l'outillage. Hein. Je parle de machines, ça marche aussi pour l'outillage. C'était plutôt du catalogue. Et maintenant, c'est vrai qu'on vend de plus en plus de services avec, et c'est tant mieux. Et on intègre un peu ces outillages, ce qu'on appelle personnalise. Hein, l'industrie du futur, on m'a expliqué que c'était la customisation des produits. Donc moi, je veux bien le croire. Hein, maintenant, j'aimerais bien le voir aussi, qui est des relations un peu plus fortes effectivement entre le client et le fournisseur. Donc voilà, ça c'est la partie. Alors j'ai fait que la moitié, Karim. C'était la partie conception. Maintenant la partie utilisation. C'était encore sur le slide d'avant, si tu veux. C'est le slide. Hein. Voilà, j'ai acheté une machine. Maintenant, ben, comment je fais pour réussir à la maintenir? Alors il y a des normes, il y a des démarches, il y a des approches qui sont effectivement données pour faciliter un peu tout ça, ce qu'on appelle la prise en compte de la maintenabilité. Donc maintenabilité, c'est bien tout ce qu'on a intégré à la conception. Donc là, on rejoint peut-être un peu une autre frontière poreuse dont voulait parler Jean-Pierre tout à l'heure. Voilà à qui je m'adresse, à quel moment je m'adresse et à qui je m'adresse en fonction des objectifs qu'on veut se donner. Je pense que ce qui est important, c'est que la maintenance bah, est à prendre en compte dès le départ et un vrai rôle à jouer dans le dialogue. Si c'est possible, ça c'est vraiment un message fort. Hein. Participer au cahier des charges d'achat des nouvelles machines. Tous les gens de la maintenance là, insister auprès auprès des groupes projets qui s'il y en a qui sont mis en place, c'est auprès des acheteurs peut-être aussi, auprès du responsable d'entreprise en disant attendez mais moi aussi je suis là et j'aimerais bien qu'on m'écoute et qu'on intègre des choses dans ma future machine. Donc voilà, alors j'en profite pour faire des pubs sur des guides INRS qui, alors je le rappelle pas parce que j'ai pas dû le dire, mais tous ces guides sont bien sûr téléchargeables gratuitement sur le site de l'INRS.
Donc la future norme, ça c'est, je pense que c'est Jean-Pierre qui voulait en parler. Il y aura une révision a priori d'une norme sur les aspects maintenabilité. Mais là du coup, on est sur des problématiques métier et maintenance effectivement. Et normalement, on est un peu à cheval. J'ai beau bouger ma souris, je sais pas si ça fera quelque chose, je crois pas. On est à cheval entre les normes de sécurité conception et les normes d'utilisation plutôt métier maintenance. Il faudrait que ces gens-là se parlent un petit peu. Il y a eu une norme qui est sortie, la NFX 6400 aussi sur la mise en sécurité des intervenants de maintenance, qui a permis que ces mondes commencent à se parler un tout petit peu. Et ça, je pense que c'est important. Vous verrez par la suite. Là, je suis pas là pour faire de la pub sur la pour la X60G, hein, la commission de normalisation, mais il y a beaucoup de normes quand même pour les gens de la maintenance, quoi, et qui sont facilitatrices tout de même. Alors, c'est pareil, c'est un slide de Jean-Pierre, c'est compliqué de parler sur les slides des autres, mais c'est pas grave. Les effets de bord des systèmes complexes et interdépendants, voilà ce qu'il a voulu essayer de montrer. C'est un peu la continuité de ce qui a été dit avant. Effectivement, on avait peut-être, mais c'est tout ça, le 4.0, le futur, il n'est pas arrivé, ça peut être disruptif, hein, c'est pas arrivé d'un coup, hein. Alors moi, j'ai pas eu la chance de faire un DUT maintenance. J'ai fait de la productique, moi, mais on a fait un peu de maintenance quand même, quoi, hein. Dans le temps, ça s'appelait de la productique, donc c'était l'informatique pour la production. Et on nous expliquait déjà il y a quelques années maintenant, et même dizaines d'années, hein, ça se voit pas trop peut-être à la webcam, mais quand même, tout ça, c'était quand même déjà interconnecté. On essayait de faire progresser tout un ensemble de choses grâce à ce qu'on appelait de l'informatique à l'époque et pas forcément de la digitalisation. Donc voilà, tout ça, je pense que ça existait déjà. C'est en train d'avoir un effet un peu plus important. On a de plus en plus effectivement, et là, alors là du coup je fais de la pub pour une autre université, mais je pense que c'est pas grave. Je la connais moins, celle de Strasbourg, mais je pense qu'elle en fait aussi. Mais je sais qu'en Lorraine, il y a ce qu'on appelle un master ingénierie des systèmes complexes. Karim, tu me diras s'il y a des choses un peu similaires, et je le suppose bien à l'université de Strasbourg. Et je crois qu'on est effectivement au niveau de l'ingénierie des systèmes complexes sur des choses où on a du mal à voir toutes les interdépendances entre l'ensemble des systèmes qui forment à la fin un système. Et dans ces sous-systèmes qui forment un système, il y a ce qu'on appelle des humains. Et voilà. Et donc effectivement, tout ça, faut bien le prendre en compte. Moi, ce qui nous fait un peu peur, en tout cas l'INRS, je vais pas donner le message de la PAV, même si c'est bien le logo qu'il y a sur le slide. Mais c'est dire voilà, ne construisez pas votre industrie du futur qui est censé être centré sur l'homme, puis de s'apercevoir à la fin qu'on l'a oublié et que mince, il faut le remettre, quoi, hein. Ça, je crois que c'est quand même un message qui me paraît très important. Et donc pour la maintenance, ben, c'est exactement pareil. N'oubliez pas qu'il y aura toujours des mainteneurs, qui soient télémainteneurs, téléopérateurs, mais aussi mainteneurs sur site, parce que changer un moteur en télémaintenance. Alors si, peut-être qu'on saura faire avec des bras pilotés, des robots pilotés à distance. Bon. Donc voilà, le slide là, c'est Jean-Pierre qui voulait plus en parler. Système interconnecté effectivement automatisé à outrance. Je pense qu'en maintenance, vous le savez aussi, plus on automatise, plus on met de capteurs, plus c'est des risques de panne, hein, quand même, hein. Donc, je pense qu'il faut le dire. J'ai rien contre les fabricants de capteurs, hein, mais on s'aperçoit que plus on en met, et plus il y a des risques de panne. Euh, Karim l'a bien dit, et ça c'est sûr que je pense que en plus vous n'êtes pas trop mal placé là en Alsace pour savoir qu'il y a même des usines qui hébergent des serveurs qui peuvent cramer, quoi, hein, où on perd toutes ces données et où on a plus de réseau. Donc voilà, c'est bien de vouloir tout automatiser. Pardon, vas-y, là, tu peux intervenir. Mais
Mais voilà, attention, hein, attention, là c'est des gros effets de bord, hein, même pour le coup, qui sont plus ou moins maîtrisés parce que plus ou moins identifiés, ça c'est quand même une interrogation, quoi. N'hésite pas à intervenir, hein. Tu m'as dit si je dis trop de mal, tu me coupais le micro, hein, Karim, hein, c'est ce que tu m'avais dit. Non, non, ça va. Alors, voilà, maintenant on va tâcher. Alors je sais plus exactement combien de temps il me reste, hein. Normalement, je devrais déjà être en train de boire un petit verre d'eau pour reprendre ma respiration et Jean-Pierre aurait dû reprendre la suite. Industrie 4.0, voilà, je crois qu'on on a parlé tout un ensemble de choses. Je crois il faut pas voir le mal partout, hein, on est bien d'accord, mais il faut effectivement bien identifier les choses pour savoir quelles sont les opportunités, mais aussi les risques. Voilà, ça c'est des matrices classiques que tout le monde connaît maintenant. Faire de l'analyse des opportunités, faire de l'analyse des risques, c'est important. Et il y en a dans les deux, il y en a dans les deux sens. Alors, de gauche à droite, peu importe. Je dirais que, allez, soyons plutôt positifs. Je crois que le digital peut apporter effectivement beaucoup de choses. Alors après, est-ce que c'est beaucoup du gadget? J'en sais rien. Peut-être, mais en tout cas, il faut aussi que ça apporte des choses qui sont en attente du côté des utilisateurs. Et ça me fait un peu plus peur. On a plutôt tendance à voir sortir des produits, sachant pas très bien s'il y avait un réel besoin ou pas. Bon, ça c'est un autre problème. Donc puissance du digital, effectivement, dans la récolte et traitement des données, donc ce qu'on peut appeler le big data, effectivement, là, je pense qu'il y a une vraie opportunité. Mais pourquoi faire, hein? Ça, c'est quand même une bonne question aussi. C'est pas parce que vous avez plein de données que d'un seul coup, vous allez avoir plein d'informations. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ne pas confondre la donnée brute et les informations. C'est normalement ce qu'on apprend à l'école, hein. Alors peut-être supérieur, effectivement, mais c'est ce qu'on doit apprendre, c'est ce qu'on doit apprendre à tout le monde, aux techniciens, aux ingénieurs et encore plus en maintenance. Attention, méfiez-vous de la donnée brute, méfiez-vous alors de la donnée brute qui pour le coup a aucun sens, méfiez-vous de la donnée brute qui a été mal modélisée, mal corrélée et qui du coup vous donne une fausse information. Et avoir une fausse information, c'est beaucoup plus dangereux que de ne pas avoir d'information. Ça c'est quand même une chose. Donc c'est vrai que la puissance. Alors Jean-Pierre avait mis des data analystes. Oui, moi je pense qu'on change juste un petit peu de nom. Moi j'appelais ça l'ingénierie de maintenance, hein, de mon temps, hein. Voilà, il faut déjà réfléchir à quelles données on a besoin pour savoir ce qu'on va en faire. Faire du modèle pour faire du modèle, bah aucun intérêt. Il faut savoir ce qu'on veut faire et il faut savoir vers quoi on veut aller. Je sais pas si on en a parlé, si j'en ai parlé du coup au préalable, mais dans chaque industrie, dans chaque entreprise, il y a des politiques de maintenance et chacun définit sa propre politique de maintenance en fonction de ses objectifs et voilà, et ça va de soi. Mais voilà, c'est une fois qu'on s'est défini des objectifs, ben, on met les moyens pour y parvenir. Je donne toujours l'exemple malheureux, alors qu'il pourrait être bien heureux, de la sous-traitance. On a comme objectif de dépenser le moins de sous possible, donc de sous-traiter. Bah ouais, ça va pas ça. Ça c'est pas un bon objectif, mais je m'égare. Quoique, parce que l'industrie du futur, elle est aussi dans les organisations du futur et dans les. Je vous renvoie encore une fois au site de l'INRS. Vous verrez que les organisations du futur, tout ce qui est économie, par exemple économie circulaire, ben, ça, on en parle quand même de plus en plus et ça a des impacts quand même également. Donc là, revenons un peu plus technique, mais c'est important aussi. Donc puissance du digital, nouvelles possibilités effectivement de télémaintenance et c'est vrai, tous ces outils d'aide au diagnostic, effectivement, vont devenir de plus en plus, j'espère, de plus en plus puissants. Mais en tout cas, j'espère aussi de plus en plus adaptés et qui permettront d'avoir la bonne information au bon moment. Et ça, je suis pas sûr que ce soit gagné quand même
que ce soit gagné. On a effectivement alors le mainteneur augmenté, le mainteneur déporté, je l'abordais tout à l'heure. C'est vrai que grâce à des technologies, et ça c'est beaucoup utilisé hein, maintenant, on utilise des drones pour faire de l'inspection, pour aller dans des endroits où alors ça existe dans le nucléaire, alors ce n'est pas des drones, mais ça existe dans le nucléaire depuis assez longtemps aussi. Euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas envoyer non plus les humains n'importe où, n'importe comment. Donc si on peut envoyer des systèmes techniques à la place pour aller chercher la bonne information, et ça c'est un autre problème, bah, c'est tout aussi bien. Des aspects réalité augmentée, ça c'est pareil, c'est pas forcément nouveau. Ça sera certainement peut-être abordé au cours de la journée. Il y a des possibilités effectivement techniques de plus en plus, de par la puissance des systèmes informatiques, de faire de la réalité bien augmentée et pas de la réalité mal augmentée. Ça, je pense que c'est important. Euh, les fameux jumeaux numériques, je rajoute toujours qu'ils seront au mieux hétérozygotes pour ceux qui ont fait un petit peu de biologie à l'époque. C'est que malheureusement, arrêtons de fantasmer et de croire en modélisation, on peut faire du clonage. Hein. Une modélisation, un jumeau numérique, ce n'est qu'une vue numérique d'un point de vue du réel. Donc, ne croyons pas, alors quand on sera au clone, ça sera peut-être autre chose, mais ne croyons pas au jumeau numérique qui est la pure numérisation du réel. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Hein. Alors, pour l'instant, peut-être que ça le sera un jour, mais moi j'ai un peu de mal à y croire. On ne peut modéliser que ce qu'on sait modéliser. Et un système technique, un système réel au sens large, a tellement de points de vue, a tellement de variabilité qu'il est impossible de le modéliser à 100%. Je tiens à le dire. J'espère que d'ici ma retraite, on me prouvera le contraire. Elle est encore pas toute prête, cette retraite, et je crois que ça va être un peu compliqué à me le prouver. Alors, nouvelle technologie, voilà, je balance un peu, hein, plus, moins, que je fasse pas que dire des choses négatives. On en a parlé, autodiagnostic, voire auto-maintenance, aide au diagnostic, j'en ai parlé. C'est vrai que de la documentation maintenant qui est plus facilement atteignable, voire même des modes opératoires. Alors, encore une fois, encore faut-il qu'il soit bien défini dès le départ. Hein. Je crois que tout ça, ça va être des outils tout ça, ce sont des outils qui permettront de mieux travailler, mais pas de se passer de nos bonnes vieilles spécifications. Hein. Je crois que ça, c'est quand même un point, un point que je tiens à souligner. Moi, ce qu'on voit un peu, ce qu'on voit un peu à l'INRS, en tout cas, alors, faut en parler au sens large, hein, mais ce qu'on voit venir, c'est que voilà, tout ça va nous faciliter la vie, donc on va pouvoir aller de plus en plus vite. Non, non. Je dirais c'est le contraire. Attention, qui dit système technique qui dit système complexe dit attention, spécification plus complexe et prenez encore un peu plus de temps peut-être finalement à bien réfléchir, à bien mettre en place les choses. Donc, je reviens vite fait moi sur le slide d'avant, mais c'est pas, il y a pas de souci, hein, tu peux laisser celui-là. On voit apparaître, mais c'est pas nouveau, hein, je l'ai évoqué, mais pas méchamment. Tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est effectivement risque d'incendie dans des data centers. Euh, voilà, ne croyez pas que tout ça est magique. Il y a quelque part, à un moment, la magie, elle est quand même physique. Et quand on a du physique, à un moment donné, ben il y a des choses qu'il faut continuer à faire. Bien sûr, la fiabilité, là, ça refait le joint avec ce qui a été dit. Ce qui a été dit ici, voilà, la fiabilité n'est jamais absolue, hein, le risque zéro n'existe pas. On revient un peu à nos affaires de séparation d'énergie, d'isolation pour faire de la consignation. Parce que il me semble, et sauf si on me démontre le contraire, que dans l'industrie, il y aura toujours des énergies. Il me semble que pour fabriquer des choses, alors j'avais dû évoquer à un moment la fabrication additive, hein. Aussi, on en parle beaucoup, hein, il y a beaucoup d'avancées, c'est très intéressant, mais attention aux risques associés à ces nouvelles technologies aussi.
Donc la fiabilité, pardon, doit être prise en compte. Si on revient à nos énergies, hein, en fonction des risques, et ça, c'est un peu la norme NFX 6400 que j'ai évoqué tout à l'heure, en fonction de l'analyse des risques liés aux énergies et aux fluides, qui doit être faite alors systématiquement avant toute intervention, mais aussi bien sûr en amont, on met en face le dispositif de fiabilité, de sécurité qui correspond au risque et qui va bien. Malheureusement, ces dispositifs sont pas toujours super fiables et effectivement, et c'est ce qu'avait voulu montrer là aussi, c'était Jean-Pierre qui avait fait aussi ce slide-là sur son delta puissance lambda pardon puissance n, c'est effectivement plus il y a de systèmes, plus tout ça ça se multiplie, hein, et donc finalement on arrive à des taux de fiabilité qui baissent, hein. Plus on met de systèmes ensemble, là c'est c'est vous qui me réapprendrez mes cours de maintenance que j'ai eu maintenant il y a quelques années, hein. Mais c'est un peu le principe. Voilà, donc ça c'est la conclusion, me semble-t-il, hein. C'est que la maintenance, voilà, c'était ça, hein. La maintenance doit être prise en compte. Je pense que vous l'avez compris. La maintenance doit être prise en compte dès la conception des systèmes. Alors système au sens large, hein, je le répète, hein. C'est pas qu'une machine, c'est toutes les machines et même les systèmes informatiques. C'est encore un autre, ça c'est encore un autre problème. Les aspects sécurité sont importants, posent des soucis. Alors là, je refais le lien peut-être avec la présentation précédente, et j'ai absolument rien contre les outils Wurt, hein. Mais l'outillage est énormément utilisé effectivement en maintenance. On a des problématiques, bien sûr, de vibration main-bras. On a des problématiques TMS aussi. Alors les outils ont énormément évolué. Et là, je félicite l'entreprise Wurt. Effectivement, on voit des choses qui évoluent pour prendre aussi en compte ces aspects-là. Bon, chose qui me gêne toujours, mais ça c'est compréhensible aussi quand je vois qu'un outil a en option une aspiration, je me dis ce serait bien que ce soit pas une option, quoi. Mais bon, ça c'est un autre problème. Voilà. Je vous Merci. remercie beaucoup pour Oui, votre attention, et vous merci à pouvez poser toi. toutes les questions à Jean-Pierre. Mais- Merci. Alors, j'en profite pour saluer Miroslav Lucic de l'excellent site Maintenancia que je vous invite à visiter. C'est vraiment un très, très beau site qui concerne la communauté maintenance. Donc, une question pour toi. Comment la sécurité, concernant la sécurité, comment va-t-on coordonner la coactivité dans ce nouveau monde numérique? C'est une excellente question. C'est une excellente question. J'allais dire de la même façon qu'on la gère actuellement. Mais ça revient un peu aux effets de bord dont on a parlé tout à l'heure. C'est le gros problème. Et effectivement, ça va être de bien savoir qui fait quoi et quelles sont les bornes finalement d'un système, quoi. Et ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué à mon avis. Les nouveaux outils, est-ce qu'il y aura besoin de nouveaux outils, ça j'en sais rien, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est le contraire. Va falloir plus réfléchir, plus spécifier et plus analyser qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant, quoi, finalement, qu'on ne le faisait jusqu'à maintenant. C'est pas parce que tout paraît plus facile, au contraire, à mon avis, les frontières vont être beaucoup plus fluctuantes. On parle aussi beaucoup de reconfigurabilité. Alors, je ne sais pas si le terme apparaîtra dans le dictionnaire ou s'il existe déjà. Voilà, on veut des systèmes qui se reconfigurent, qui sont flexibles, qui bougent. Ouais, d'accord, mais à un moment donné, j'ai besoin de savoir dans quel état est mon système, et les gens de la maintenance, c'est bien le problème aussi. Ils veulent connaître l'état du système à un moment donné, quoi. Donc l'état de mon système, si je sais pas quelles sont les frontières avec son environnement, si j'ai encore des interactions de l'environnement sur mon système, je connais pas l'état de mon système. Et ça c'est gênant. On va revenir aux aspects consignation de façon large. Je crois qu'à un moment, pour intervenir sur des systèmes, il faut isoler les systèmes. Il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix. Merci. Alors, je l'ai moyennement répondu, hein, je pense, hein. Mais alors, j'ai pas abordé ce qu'on appelle les plans de prévention, hein.
Ça, c'est quelque chose de réglementaire, mais c'est basé sur l'analyse de risque, sur l'analyse de l'activité, sur le qui fait quoi. Et si je reviens à mes énergies tout à l'heure, énergie fournie, énergie résiduelle et énergie au sens large de mon environnement de travail. On a tendance effectivement à les oublier, ceux-là. Merci. Alors, c'est vrai que les problématiques de santé et sécurité, cela fait bien longtemps qu'à la FIM, on y est sensible. Il y a d'ailleurs un petit logiciel gratuit qui date un peu, mais peu importe, qui s'appelle Paris Maintenance, PARI, comme programme d'analyse des risques lors des interventions de maintenance, que vous pouvez télécharger sur le site de l'INRS, de la FIM ou même du pôle maintenance. Donc c'est quelque chose d'important. L'intégration de la maintenance à la conception, c'est pareil. Encore aujourd'hui, on entend des réflexions, et je passerai les jurons, ça a encore été conçu par un ingénieur. Hélas, ce n'est pas la faute des ingénieurs, on ne leur parle pas de maintenance, mais il va bien falloir s'y mettre, puisque la maintenance est une des briques essentielles de l'industrie du futur. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc il va falloir l'intégrer. Ensuite, l'intégration de la maintenance à la conception, très souvent, quand les accidents arrivent, pourquoi ? C'est parce que en maintenance, pour faire son diagnostic, on a besoin d'énergie. Quand on est à proximité d'un robot et qu'on a besoin d'énergie, il n'existe pas de mode maintenance qui ralentirait les mouvements. Et hélas, les techniciens font ce que je ne vais même pas le citer, ce qu'ils font, mais tout le monde a compris à quoi je fais référence. Et c'est comme ça que les accidents arrivent. Et aujourd'hui, ce n'est plus tolérable. Donc ça doit être l'affaire de tous. Et moi, je suis très très heureux qu'au niveau de la commission de normalisation, on ait pris ce problème à bras-le-corps. On a développé conjointement avec l'INRS, alors quand je dis on, c'est avec la FIM, donc il en a parlé, Securafim, qui est le management visuel des points de condamnation. L'idée est simple, c'est de faire une analyse de risque, de mettre des ronds bleus bien visibles, et lorsque le technicien de maintenance va intervenir, il a juste à trouver les bons ronds, l'ensemble des ronds. Et donc, s'il y a écrit 1 sur 4, ça veut dire qu'il faut qu'il en trouve 4. Et une fois qu'il a effectué sa condamnation sur ces 4 points bien visibles et référencés, il sait qu'il peut travailler en toute sécurité. L'idée est simple, mais quand on demande à des industriels, est-ce qu'on y va ? Ah oui, c'est intéressant, mais nous, on n'a pas trop le temps. Bon, voilà. Donc on revient toujours à la même histoire. Oui, c'est intéressant, mais on n'a pas trop le temps. Donc on va continuer de gérer les accidents. Enfin, c'est terrible. Moi, il y a déjà eu des prises de bec et des tons élevés à ce sujet. Oui, il faut vous en parler. Là, maintenant, je suis désolé, il y a des accidents. Alors, on ne peut pas l'ignorer. Moi, je ne suis pas d'accord de dire on va fermer les yeux et on va vous envoyer comme ça dans des secteurs où il y a de la... Non, aujourd'hui, ce n'est plus tolérable. Et si vous estimez que la situation est risquée, vous dites non, je ne le fais pas. On a cette chance, c'est qu'en maintenance, c'est un secteur en tension. Donc, quittez cette entreprise, au moins, vous resterez en vie. Enfin, c'est agaçant et énervant. Et donc, tout à fait. Voilà. Et c'est pas les risques du métier, quoi. Voilà, ça, c'est important. Non, c'est surtout important aujourd'hui, c'est des risques que l'on peut maîtriser. Et il faut que tout le monde s'y mette. Il n'y a pas de raison qu'on soit encore dans les métiers à palmarès en maintenance concernant les accidents. C'est pas normal. Une question ? Désolé, je me suis un peu emporté. Mais bon, tu le sais, c'est un sujet qui me travaille depuis très longtemps et c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir quelqu'un qui a un doigt coupé. On dit, tiens, celui-là, il doit travailler en maintenance. Non, aujourd'hui, non, c'est non. Et quand vous estimez, vous dites, non, je ne le ferai pas. Ça s'appelle le droit de retrait, c'est bien ça ? Tout à fait. Bon, il faut l'exercer. J'avais déjà dit à une conférence que mes prochains étudiants, je vous préviens, ils savent ce que c'est le droit de retrait et ils vont en user quand ça sera nécessaire. Donc, il faut s'y mettre. Il n'y a pas de questions. Bon, allez, faites pas les timides. La sécurité, c'est des choses que vous maîtrisez. Bon, alors je pense que c'est parce qu'ils sont un petit peu fatigués. Je le vois. Oui, c'est long. Oui, c'est notre lot depuis un bon bout de temps de travailler comme ça. Bon, je crois qu'on peut remercier chaleureusement Jean-Christophe de l'INRS. Merci à vous. Comme dit, visiter le site de l'INRS. Et je crois que même s'il est à distance, on peut l'applaudir. Merci à vous.